Une chaleureuse bienvenue vous souhaite Hathwolf, moi-même, à cette série de vidéos sur les symboles païens d'Europe. Pour commencer cette série, nous allons voir le plus polémique d'entre eux, le svastika. Il n'est pas vraiment nécessaire de le présenter, tellement il est connu du grand public. Car comme tout le monde le sait, durant le XXe siècle, il fut largement politisé par le mouvement national-socialiste du Troisième Reich. Mais ce symbole est-il vraiment connu? Eh bien non, justement. Trop souvent on l'associe au régime nazi en ne cherchant pas plus loin, en ignorant son long passé et sa haute antiquité. La plupart des gens ne savent pas, ou bien ne veulent pas savoir, que le svastika est bien antérieur au XXe siècle. Il est un des plus anciens symboles religieux. Il est donc grand temps de réhabiliter le svastika et de lui redonner toute sa valeur mystique qu'il mérite de par son héritage historique. Avant de voir la signification proprement dite du symbole dans une deuxième vidéo, nous allons ici nous attarder sur son histoire et ses origines, qui jusqu'à récemment étaient encore entourées d'un puissant voile de mystère. Ce symbole est désigné par de nombreux termes, tels que le svastika, la svastika, car les deux genres sont corrects, le tétraskèle, la croix gammée, le fullfold ou encore la roue solaire à 4 branches. Sur la photo, on peut voir un beau svastika qui orne de nos jours l'entrée d'une demeure en Inde. Ce qui nous mène d'entrée de jeu à parler de l'origine de ce signe. Lorsqu'on consulte certains liens ou livres, on trouve encore trop souvent la théorie qui voudrait faire du svastika un symbole d'origine hindoue. Or, ceci est faux, car l'archéologie l'a démontré. Certes, le symbole est très fortement présent en Inde et dans le reste de l'Asie, mais ce n'est pas là que furent trouvés les plus anciens svastikas. Tel qu'on peut le voir sur cette autre image, le svastika le plus ancien fut trouvé en Ukraine, sur des défenses de mammouths. Il date de 10 000 avant notre ère, l'ère vulgaire. Il est un peu difficile à distinguer au milieu des entrelacs, mais il est bien là. L'encadré sur l'image, en haut à droite, permet de le distinguer de manière plus évidente. Cette pièce archéologique permet ainsi d'affirmer que le plus ancien svastika est d'origine européenne. Ce qui est étonnant, c'est qu'il naquit parmi une culture issue du Paléolithique, de celle qui vivait donc de chasse, pêche et cueillette, bien avant la révolution agricole du Néolithique. On aurait pu s'attendre en effet à ce que ce symbole soit issu d'une culture sédentaire. En tout cas, il est important de se souvenir de cette origine la plus reculée, qui est européenne et non hindoue. Cette origine est d'ailleurs confirmée par l'exemple suivant. De Serbie nous vient toute une série d'idéogrammes tels que vous pouvez le constater sur cette image. Ces signes sont datés aux alentours de 5300 avant l'ère vulgaire et remontent donc au Néolithique, à une époque où se forment dans cette région les premières cultures indo-européennes. Cette culture des Balkans fut baptisée la civilisation de Vinča, au Vinca. Certains pensent même que ces signes seraient le témoignage de la plus ancienne écriture du monde. Dans cette longue série de signes, si vous regardez attentivement, vous y trouverez le svastika. De San Anton, dans le Tyrol du Sud, de nos belles montagnes alpestres, nous vient cet autre exemple issu du Néolithique. Là aussi, la haute antiquité du svastika est confirmée sur le sol européen. Il est intéressant de noter au passage que le svastika est accompagné ici d'une roue solaire. Ce n'est pas un hasard lorsqu'on sait que ces deux symboles se rejoignent quant à leur signification, sujet sur lequel nous reviendrons dans la deuxième vidéo. Voici un autre cas de svastika attribuable aux Indo-Européens, puisqu'il s'agit d'une pièce archéologique qui nous vient des Hittites. Ces derniers connurent leur heure de gloire au 2e millénaire avant l'ère vulgaire, et possédaient un grand empire dans ce qui est aujourd'hui la Turquie et la Syrie.
Comme on peut le voir sur la photo, c'est toute une série de svastikas que présente cet objet. Un objet qui était très certainement utilisé à des fins rituelles. Il a été daté environ vers 2300 avant l'ère vulgaire et a été trouvé à Alakahuyuk dans l'actuelle Turquie. Cette photo nous présente un autre svastika très ancien, européen lui aussi. Il fut trouvé en Grande-Bretagne et daté du premier millénaire avant l'ère vulgaire. Vu sa situation géographique sur le sommet d'un promontoire, il semble évident que ce svastika marquait un endroit sacré où devaient se tenir des cultes religieux aux anciens dieux. Le graphisme de ce svastika pourrait indiquer un lien avec un culte stellaire. Ici aussi, il peut être attribué aux Indo-Européens, probablement aux premiers Celtes de Grande-Bretagne. Cet autre exemple nous vient des Irano-Ariens, un peuple indo-européen qui s'est situé sur les hauts plateaux de l'Iran. Dans le cas de ce collier, le svastika est porté comme une amulette. Le fait que ce collier possède 3 svastikas n'est sûrement pas le fruit du hasard, vu que le chiffre 3 est utilisé pour activer de forme traditionnelle le pouvoir magique d'un objet ou d'une incantation. Ce splendide objet de culte, tout en or, fut daté du IVe siècle avant l'ère vulgaire, et nous vient de Géorgie, du Caucase donc. Bien que plus tardif que les exemples précédents, il est lui aussi attribuable aux descendants d'Indo-Européens. Et voici encore quelques exemples archéologiques qui nous viennent du Caucase. Tout comme l'objet précédent, nous sommes ici en présence d'un héritage des Indo-Européens. Le Caucase fut d'ailleurs un véritable carrefour des peuples indo-européens, à tel point qu'encore de nos jours, pour désigner quelqu'un de race blanche, on parle de Caucasien. Avant de continuer avec des svastikas d'origine occidentale, nous allons nous diriger vers le continent asiatique, où ce symbole est très présent, de forme très massive même. Venant d'Europe, le symbole fut diffusé vers l'Asie via les peuples indo-européens dans leur expansion géographique vers l'Est. Les Ariens ainsi que les Tochariens sont les 2 principaux peuples indo-européens qui diffusèrent le svastika vers l'Asie. Cette expansion géographique eut lieu durant les 2e et 1er millénaires avant l'ère vulgaire. Les Ariens le diffusèrent vers l'Inde, le Pakistan et l'Afghanistan, alors que les Tochariens furent en contact avec les Chinois dans la région du Xiangyang où ils s'établirent. Et voici une pièce archéologique qui nous fait remonter à l'un des plus anciens svastikas de l'Inde, si ce n'est le plus ancien. Il appartient à la culture de Mohenjo-Daro, dans la vallée de l'Indus, une culture pré-indo-européenne, c'est-à-dire antérieure à eux, mais qui autour de 1200 avant notre ère, fut en contact avec les premiers Ariens qui débarquèrent dans la région. À partir de là, le svastika fut diffusé dans tout le reste de l'Inde et des pays limitrophes. Cette image nous montre le svastika associé au dieu hindou Ganesh, le dieu à tête d'éléphant. Dans le paganisme de l'Inde, le svastika est associé à plusieurs divinités, mais il l'est principalement à Ganesh, qui est un dieu de la sagesse, de l'intelligence et du savoir. Dans tout l'Orient, le svastika est considéré comme un puissant porte-bonheur. Le fait qu'il soit associé à Ganesh et à la connaissance démontre que ce symbole relève d'un savoir occulte et ancestral. Le bouddhisme, tout comme le christianisme en Europe, se fit fort de reprendre les anciens symboles païens à son compte. Et c'est ainsi que dans toute l'Asie, on retrouve le svastika comme un symbole sacré associé aux différents Bouddhas, tel qu'on peut le voir avec les quelques exemples de l'image. Ici aussi, le symbole est en connexion avec le principe de la sagesse. En Extrême-Orient, le svastika est tellement ancré dans les mœurs que dans certains pays, la croix rouge se nomme le svastika rouge. L'image présente quelques exemples du Japon. En bas à gauche se trouve un homme représentant le svastika rouge, justement.
On y voit également des guerriers samouraïs en tenue traditionnelle, portant un svastika, élément intéressant, car ceci relie le symbole au principe guerrier. On y voit aussi le svastika à l'entrée de temples. Sur les plans de ville au Japon, les temples bouddhistes sont marqués par un svastika, ce qui ne laisse pas indifférents les touristes venus d'Occident. Sur le haut de l'image, on voit également des tombes ornées de svastika. Et comme on peut le constater, les graphismes du symbole sont divers selon les tombes, angulaires ou arrondies. L'Asie n'est pas le seul continent extra-européen où fut diffusé le svastika. Notons au passage d'ailleurs que dans les cultures sémitiques du Proche-Orient, le svastika est pour ainsi dire inexistant. Il en va de même pour la culture égyptienne originelle, où le symbole brille par son absence. Les quelques rares svastikas qui furent trouvés au Moyen-Orient sont dus à la présence de peuples d'origine indo-européenne et à leur influence sur les sémites des environs. La photo présente un svastika en mosaïque qui fut trouvé dans une ancienne synagogue d'Israël. Comme quoi le destin et l'histoire font parfois des clins d'œil plutôt osés. Des peuples indo-européens, comme les Hourites, les Hittites ou encore les Perses, furent en général ceux qui diffusèrent quelque peu le svastika au Moyen-Orient. L'autre continent où l'on retrouve une présence soutenue du svastika est le continent américain. Il faut préciser d'entrée que tout semble indiquer que la présence du svastika en Amérique est due à l'influence des Blancs, lorsqu'ils arrivèrent avec les conquistadores. Car avant l'arrivée des Blancs, il n'existe pas de preuves archéologiques démontrant un lien entre le symbole et les cultures précolombiennes. L'image présente plusieurs exemples de ce lien avec les Amérindiens de l'époque post-colombienne. La tribu amérindienne des Navajos du sud des USA, par exemple, se fit fort de revendiquer le svastika comme un symbole de leur culture. En Amérique centrale, le symbole a également produit quelques exemples chez les descendants des Aztèques. En Amérique du Sud, il semblerait ne pas avoir été du tout présent, du moins à ma connaissance. En haut à gauche sur l'image, on peut apprécier un drapeau. C'est celui d'une ethnie amérindienne du Panama et de Colombie nommée Kuna. Dans les années 20 du siècle passé, ils se déclarèrent indépendants sous les couleurs de ce drapeau. Au début du XXe siècle, avant l'arrivée du national-socialisme au pouvoir en Allemagne, le svastika fut aux USA l'objet d'un véritable phénomène de mode. Influencés par les Amérindiens et surtout par la mode en Europe, les Américains diffusèrent largement le svastika comme un grand porte-bonheur. C'est ainsi qu'on le retrouve sur de nombreuses cartes postales. Il fut également utilisé comme logo par diverses entreprises commerciales. L'armée américaine l'utilisa aussi, durant la Première Guerre mondiale principalement. Tout ceci nous démontre encore une fois que la croix gammée est bien antérieure à 1933 et au régime national-socialiste. Mais pas qu'en Amérique. En Europe aussi, le svastika fut le logo d'entreprises commerciales. Un des cas les plus connus est celui de la bière danoise Carlsberg, qui reprit à son compte l'image du dieu nordique Thor, lui-même associé traditionnellement au svastika. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour les raisons que nous savons tous, Carlsberg décida de ne plus arborer le svastika comme logo. Sur le haut de l'image se trouve une magnifique statue du dieu Thor. Cette sculpture du dieu de la foudre, située sur le sommet de la maison mère de Carlsberg, se distingue par un superbe svastika sur la roue du char. Penchons-nous à présent sur l'Antiquité grecque. Les Grecs, descendants de trois grandes vagues indo-européennes, les Ioniens, les Achéens et les Doriens, furent un des grands berceaux de la civilisation. Leur tradition païenne trouva dans l'art une fantastique expression. Le svastika tint bien sûr une place de choix dans cet art religieux. Il existe dans le monde grec une quantité impressionnante d'objets ou de statues décorées de svastika. En haut, sur la gauche de l'image,
on peut observer un graphisme du svastika typique de la culture grecque. Les temples d'Apollon ou de Zeus en sont grandement pourvus. C'est également la période qui vit le développement de splendides mosaïques sur lesquelles le svastika revient régulièrement. L'archéologie a mis en évidence que ce symbole religieux était présent aussi bien sur des objets sacrés que sur les objets de la vie courante. Sur cette image, il est à noter la présence d'un svastika sur ce magnifique casque grec que nous ont livré les archéologues. On distingue le symbole dans l'encadré en bas. Il est fort probable que dans ce cas, le svastika soit un lien direct avec Apollon ou Zeus, afin que le guerrier puisse bénéficier de leur aide. En bas à droite se trouve une amulette grecque décorée de 4 svastikas. Lorsque nous en étudierons le symbolisme, nous verrons que ce chiffre 4 est d'une grande importance pour l'interprétation correcte de ce symbole millénaire. Avec cette petite collection d'anciennes monnaies grecques, on peut vraiment affirmer sans jeu de mots que la présence du svastika est monnaie courante. On le retrouve ainsi dans tous les aspects de la vie des anciens Grecs, aussi bien au niveau religieux que social, politique et économique. Relevons sur ces quelques exemples de l'image l'association du svastika avec Pégase, un guerrier et un lion. Dans les 3 cas, on peut parler d'un lien avec les forces uraniennes et solaires. Ordre divin et pouvoir souverain sont les principes sous-jacents dans ce genre d'association. Chez les Étrusques, aux alentours des 6e et 4e siècles avant l'ère vulgaire, dans la péninsule italique, le svastika ne laissa pas indifférent, étant donné que plusieurs objets de culte ou amulettes, arborant ce symbole, furent mis à jour par les archéologues. Ici aussi on retrouve une amulette en or portant 4 svastikas. Les canards qui entourent l'amulette relèvent d'un symbolisme solaire très courant dans l'Antiquité des Balkans. Après les Étrusques, faisons un petit crochet par le plus grand empire européen de tous les temps, l'Empire romain. Chez les Romains, le svastika est, tout comme chez les Grecs, présent dans tous les aspects de la vie. Les Romains associèrent traditionnellement le symbole au plus grand de tous les dieux, le dieu Jupiter, père du jour et garant de l'ordre souverain. Ici aussi, l'image ne laisse pas de place au doute quant à la très large diffusion du svastika dans la tradition païenne des Romains. À présent, nous allons nous attarder un peu sur le svastika dans la tradition païenne des anciens Germains. Chez eux aussi, comme dans la plupart des peuples d'origine indo-européenne, le svastika est énormément présent. Très nombreux sont les amulettes, bractéates et autres objets sacrés qui arborent ce symbole. Cette image le démontre d'ailleurs clairement. Ce sont toutes des pièces archéologiques d'origine germanique. Des Goths, des Alamans, des Saxons, des Francs, des Vikings et bien d'autres. À remarquer en haut à droite une amulette germanique qui allait inspirer quelques 1500 ans plus tard la création d'un symbole solaire par la SS Ahnenerbe, celui qui est connu de nos jours sous le nom de Schwarze Sonne, le soleil noir, avec ses runes Sowilo représentant les cycles cosmiques du soleil. Cette image met en évidence la grande quantité de svastikas que généra la tradition germanique. Les fibules, qui sont ces très belles broches finement travaillées que l'on connaît par ailleurs, et destinées aux vêtements des personnes de l'élite de chaque clan, la classe souveraine, sont très souvent en forme de svastika. D'époque germanique, l'archéologie nous a livré de nombreuses pointes de lance. Un bon nombre d'entre elles sont gravées de runes et de symboles comme le svastika et le triskel, ou encore des spirales, ou des cercles concentriques. Les lances de Damstorff et de Kovel, telles qu'on peut les voir sur l'image, en sont un bon exemple. Et puisqu'on parle de runes, il est intéressant de s'y arrêter un peu. Les runes sont en partie un héritage direct des symboles germaniques de l'âge du bronze, ce que les historiens nomment les Hellristningar. Ces signes ont en effet de grandes similitudes avec les runes germano-nordiques. Mais on n'y trouve pas uniquement des runes.
car comme nous pouvons le constater, le svastika y tient une place de choix. Ceci est une bractéate, une amulette très en vogue dans la tradition germano-nordique. Chez les Saxons en particulier, les bractéates étaient très prisées, surtout chez les femmes. L'exemple de l'image, la bractéate de Gadegard, est très représentatif de ce qu'on trouve sur ces amulettes. Une inscription runique à caractère magique, que l'on nomme aussi formule runique, une représentation divine, ici probablement celle du dieu Wotan Odin, puis des symboles parmi lesquels le svastika est très majoritaire. Dans la tradition nordique des Vikings, les représentations du svastika ne manquent pas. L'image nous montre un des cas les plus connus, c'est celui de la pierre runique de Snoldelef au Danemark, pierre où l'on constate la présence d'un svastika pour le dieu Thor et d'un triskel en forme de cœur de Hrungnir pour le dieu Odin. Cette célèbre peinture de 1872 de Martin Eskilvinge, où l'on voit le dieu Thor en guerre contre les géants du chaos, est magnifique à plus d'un titre. Et, entre autres, elle respecte l'idée traditionnelle héritée des Vikings qui veut que le svastika soit associé au dieu guerrier Thor. Un beau svastika orne en effet la ceinture du dieu, tel qu'on peut le voir en détail sur la droite de l'image. Lorsque s'imposa chez les Vikings le christianisme, malgré les interdictions de tout culte païen par l'obscurantisme des chrétiens, certains symboles furent tout de même conservés de manière occulte. C'est le cas du svastika que l'on retrouve entrelacé dans une croix. Ce genre de graphisme occulte du svastika se retrouve sur une très grande quantité de pierres runiques de cette époque de transition entre paganisme et christianisme. Voici quelques exemples supplémentaires de svastika chez les Vikings. Au centre de l'image se trouve un symbole magique de la tradition tardive des Islandais, celle connue sous le nom de Galdrastafir. On y reconnaît sans hésiter un svastika. La figure de gauche, tout comme les amulettes grecques et étrusques, présente le svastika en lien avec le chiffre sacré 4. Chez les cousins ethnoculturels des Germains, les Celtes, grandes nations qui influencèrent profondément l'histoire de l'Europe antique, le svastika tient aussi une place très importante. L'image nous montre plusieurs exemples historiques. En bas à gauche, sur un célèbre bouclier celte trouvé en Grande-Bretagne, le svastika se distingue sans trop de problèmes. Le monolithe pyramidal du haut de l'image nous vient de la Bretagne française, tandis que l'autel juste à droite vient du sud de la France et fut gravé d'un svastika et d'une roue solaire. En bas à droite, le svastika fut incrusté sur un beau diadème des Celtibères. La pierre sur la droite de l'image fut trouvée en Grande-Bretagne et date de l'époque de transition entre paganisme et christianisme. On y voit une inscription en ogam ainsi que 2 svastikas sous une croix christianisée. En Irlande existe durant la célébration d'Imbolc la tradition de confectionner une croix de Sainte Brigitte de l'ancienne déesse celte du même nom. Cette croix n'est rien d'autre qu'un svastika en l'honneur du retour des forces solaires après la pause hivernale. Comme le démontre cette image, la tradition païenne des Gaulois a produit de nombreuses pièces de monnaie sur lesquelles le svastika tient une place éminente. Lorsqu'on étudie les symboles des Celtes, on a naturellement tendance à penser au triskel. Mais il serait très injuste d'oublier le svastika, car sa présence dans la tradition celtique est tout aussi avérée que celle du triskel, même si ce dernier est nettement moins polémique de nos jours. Dirigeons-nous maintenant vers l'Est, vers la tradition païenne des Slaves, où le svastika se retrouve sous diverses formes graphiques. Là aussi, on peut sans doute aucun affirmer que le svastika est très fortement présent. Le volkokrate, ce svastika à 8 branches, en bas à gauche sur l'image, est typique de la culture slave. Les broderies, telles qu'on peut le voir sur le haut de la photo, sont une marque culturelle propre. Elles sont composées très souvent de magnifiques svastikas entrelacés.
Avant de terminer cette approche historique, il nous faut faire un petit détour par le Pays basque, où le lauburu, un des symboles les plus importants de ce peuple, est issu de la nuit des temps. Les Basques sont un des plus anciens peuples d'Europe et méritent à ce titre tout notre respect. Le lauburu est actuellement interprété comme représentant les 4 provinces basques, ce qui est vrai, mais ce n'est pas l'interprétation la plus ancienne, car il est évident que derrière le lauburu se cache tout simplement un svastika, symbole que les Basques ont très certainement hérité de leur premier contact avec les Indo-Européens. Et voilà, chers amis, ainsi s'achève cette première vidéo qui a traité exclusivement de l'histoire du svastika. Dans une deuxième vidéo, comme je vous l'ai déjà annoncé, nous allons voir le symbolisme proprement dit. J'espère que ça vous a plu et que bientôt nous nous reverrons sur ce canal. En vous souhaitant à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, Hathewolf vous salue bien humblement.